Bonjour à tous et bienvenue. On va commencer. Bienvenue à ce webinaire en direct de l'ASAS et du RQRA. Celui-ci va porter sur les informations essentielles concernant les N95. Je me présente, je suis Marc Fortin, PDG du RQRA. On est très fiers de vous présenter cette formation en direct. Le mode webinaire est instauré dans le but de vous informer et de pouvoir échanger sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, on aura une présentation suivie d'un panel d'experts, puis le webinaire va être sur les informations essentielles concernant les N95. Ça permettra de démystifier un petit peu les N95. Fait que préparez-vous pour une présentation qui va être courte, concise, puis qui va être suivie d'une discussion avec nos experts. Puis après ça, on va répondre à vos questions. Lors de la période des questions, utilisez le chat. En ce moment, je pense qu'on n'a pas de questions-réponses dans ce modèle de Zoom-là. Donc, utilisez le chat pour mettre vos questions. Puis les dernières 15-20 minutes vont être dédiées à répondre à vos questions qu'on prendra dans le chat. Et puis, si vous avez des commentaires, mettez-les dans le chat aussi. Fait que gardez vos micros sur mute, s'il vous plaît. Et puis, à moins de cas spécial, on permettra de se démuter, là, mais gardez vos micros sur mute. Puis, sans plus attendre, je vous présente mes invités pour le webinaire. Sylvain Lecoq, Mélanie Monette, voulez-vous ouvrir vos caméras? Puis, je vais vous demander de vous présenter tous les deux. Puis ensuite, Sylvain, je te laisse partir avec la présentation. Fait que bon événement à tous. Parfait. Donc, je vais inviter Mélanie à se présenter, puis moi, par après, je poursuivrai avec le PowerPoint. Merci, messieurs. Donc, je suis Mélanie Monette de Consultant Mémo. Je travaille en prévention santé-sécurité depuis plus de 25 ans, dont plusieurs années en tant que gestionnaire des mesures d'urgence dans le réseau de la santé. Depuis 2015, je suis complètement indépendante. Je travaille en partenariat avec le RQRA pour supporter les RPA dans le dossier de sécurité incendie, mesures d'urgence, sécurité, protection respiratoire. Évidemment, les 2 dernières années ont surtout été consacrées à vous aider dans la compréhension des multiples procédures, la mise en place de ce qui était demandé, énormément de conciliation avec les CIS et les CIUS et à assurer la protection respiratoire de vos employés en effectuant les tests d'ajustement dont on va parler pendant la présentation. Donc, si vous avez des questions, je suis sur le terrain avec vous. Ça va être un plaisir de répondre à vos interrogations. Parfait. Merci, Mélanie. Donc, je procède présentement au partage d'écran. Et voilà, un petit instant. Merci à tous. Donc, merci d'être parmi nous. Et merci aussi à la RQRA avec votre président-directeur général, M. Marc Fortin. Donc, c'est une belle opportunité pour nous, à la STAS, de faire un webinaire qui porte sur les N95 en RPA. Donc, comme vient de vous dire Mélanie, à la STAS, nous aussi, depuis 2 ans, depuis le début de la pandémie, nous sommes avec le réseau de la santé et puis on tente du mieux que l'on peut de vous supporter à travers, évidemment, tous les changements qu'on a vécus avec la pandémie, puis aussi avec l'arrivée d'équipements comme les N95. Donc, moi, je suis conseiller à la STAS depuis 13 ans. Et je fais partie d'une équipe de conseillers qui sont rattachés au dossier de la protection respiratoire. Mais je m'occupe entre autres aussi de dossiers en hygiène du travail, tout ce qui est matières dangereuses et SIMZUT, et aussi ergonomie, PDSB. Donc, c'est des dossiers à lesquels je travaille. Mais pour vous ce matin, évidemment, je serai avec vous pour les APR N95. Donc, au menu, on va regarder les éléments suivants. Donc, le premier point, donc qu'est-ce qui a amené les APR N95, donc les appareils de protection respiratoire dans les RPA? C'est quoi la différence? Donc, la principale différence entre un masque de procédure et un appareil de protection respiratoire N95. Quels sont les APR N95 qu'on retrouve présentement dans le réseau de la santé? Qu'est-ce qu'un travailleur de la santé doit savoir avant d'utiliser un APR N95? Qu'est-ce qu'un fit test? Donc, on en parle beaucoup depuis 2 ans. Et avec Marc qui animera la session de période de questions et réponses. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui a amené? Donc, c'est arrivé comment les APR N95 au niveau des RPA? Parce qu'on sait qu'au début de la pandémie, il n'y avait pas encore de N95 présent dans vos secteurs. Donc, c'est venu par deux principales portes. La première, lorsqu'il y avait un signalement
d'éclosion de COVID-19 dans une RPA, il y avait une équipe du CIS et du CIUS, puis encore maintenant, donc une équipe spécialisée au niveau PCI, prévention et contrôle des infections, qui se déplaçait en établissement, qui revoyait les procédures PCI et également implantait les N95 et les fit tests aussi. La deuxième grande porte d'entrée, on l'a vu arriver avec la CNESST en février 2021, où là, il y a eu un élargissement du port des N95 au niveau là, des travailleurs de la santé. Donc, c'était vraiment les deux portes d'entrée qu'on a vues pour ce qui est de l'arrivée des N95 dans vos secteurs. La différence, donc, j'aurais pu indiquer aussi les différences entre un masque de procédure et un APR N95. Je précise la différence parce que je pense qu'il y a vraiment une grande différence majeure entre les deux types d'équipements. Donc, c'est vraiment au niveau de l'étanchéité. Le masque de procédure, mais comme vous le savez, il n'est pas étanche au niveau du visage, alors qu'un N95, lorsqu'il est bien ajusté au visage, il est étanche. Donc, c'est la raison aussi pourquoi on fait le fit test pour vérifier son étanchéité. En termes de filtration, ça reste quand même deux matériaux qui sont assez équivalents au niveau de la filtration. Puis au niveau des normes de conception, mais les masques de procédure doivent répondre à, ici on a deux normes, donc la norme ASTM F2100 et la norme EN 14683. Au niveau des N95, eux sont homologués, donc pour porter si vous voulez, le terme N95 sur le masque, ils doivent être homologués par NIOSH, un organisme américain, et c'est eux qui vont évidemment certifier le masque. On retrouve également dans la santé, au niveau de la santé, des APR N95 chirurgicaux. Donc, ils sont à la fois certifiés en fonction des critères du NIOSH et ils répondent également aux critères de certification de la STM F2100 en ce qui concerne la résistance aux fluides corporels. En termes de formation, maintenant, finalement, au niveau des masques de procédure, il n'y a pas d'obligation d'employeur de faire une formation auprès des travailleurs pour l'installation au visage d'un masque de procédure, alors que ce qu'on retrouve au niveau des masques, des APR N95, au niveau de l'employeur, mais il y a obligation d'avoir un programme de protection respiratoire. Vers la fin de la présentation, si j'ai du temps, on pourra regarder ensemble rapidement quelques éléments du programme de protection respiratoire. Point important par rapport aux obligations de l'employeur, s'assurer que pour les hommes, qu'ils soient frais rasés, on verra dans quelques instants pourquoi. Une formation aussi obligatoire sur comment mettre et retirer l'APR N95 et aussi comment faire le test d'étanchéité, donc le fit check, et évidemment le fit test pour s'assurer que le modèle N95 que je fournis à mon travailleur de la santé, il soit effectivement bien ajusté à son visage. Présentement, quels sont les APR N95 qu'on le retrouve de façon plus importante dans le réseau de la santé? Vous avez deux modèles qu'on retrouve principalement. Vous avez le 3M1870+, celui-ci, un masque plié, donc un masque à rabat à 3 plis. Et on retrouve en stock au niveau des inventaires, en deuxième grande quantité, si vous voulez, les masques N95 de Medicom, le modèle Architect Pro. Pour ce qui est des APR de Medicom, on retrouve trois tailles, le petit, le moyen et le large. En ce qui concerne le 1870+, c'est une seule taille. On retrouve également deux autres modèles en moins grande quantité, mais sont quand même présents aussi dans le réseau. On retrouve les masques de Halyard, les N95 de Halyard, c'est-à-dire anciennement connus sous le nom de Kimberly-Clark, donc c'est les mêmes masques. Il y a également les APR N95 fabriqués par Champak, le modèle F550. Mais vous trouverez davantage les 1870+, et les modèles Architect Pro de Medicom. Donc, tout à l'heure, comme je vous disais, par rapport aux certifications, les 4 masques que vous avez ici, ce sont des APR N95 chirurgicaux. Donc, ils répondent aux critères du NIOSH et ils répondent également aux critères de certification de la norme ASTM F2100 pour la résistance aux fluides. On retrouve également d'autres APR N95. En début de pandémie, on trouvait les APR de Mordex Novel, la série 1500. Donc, on en a encore maintenant. Ils sont moins présents, mais il se peut que dans certaines RPA,
vous en ayez en stock encore. On retrouve le modèle 15-11 de moyen, le 15-12 de moyen, 15-11 le small et 15-10 le très petit, l'extra small. Parmi les trois modèles, celui qui satisfait qui correspond à plus de personnes, je vous dirais, qui fait le plus grand nombre de personnes, c'est le 15-11, donc le small. Si vous aviez en stocké, c'est vraiment plus vers le 15-11 que j'ai. Au niveau du 3M maintenant, mais j'ai parlé tantôt de 1870+, mais il y a encore aussi des 1860 et des 1860S de 3M, des masques en forme de coquille comme celui-ci. Donc, ils ne sont pas pliés, mais en forme de coquille comme celui de 3M. Ce qui est important aussi à mentionner, c'est que si pour une même gamme de produits de 3M, j'ai trois modèles différents, mais si un travailleur passe un fit test avec le 1870+, et je veux lui fournir un deuxième masque, lui fournir un 1860, mais je devrais faire un deuxième fit test. Ici, je veux lui fournir un Innovel 1511, par exemple, mais c'est un troisième fit test. Donc, c'est vraiment one mask, one fit. Donc, c'est un fit test par masque. Et même au niveau des modèles de Medicom, si je fit test un moyen et je veux fournir un Medicom small à un travailleur, je devrais refaire un deuxième fit test. Ce que j'ai mis en dessous au niveau du 3M, c'est les trois modèles suivants. Ce sont des APR N95 aussi, mais qui ne répondent pas aux critères de la norme ASTM F2100. Ce sont des masques dits industriels. Est-ce qu'ils peuvent être portés en milieu de soins? La réponse, c'est oui. Les seuls endroits qui ne devraient pas être portés en tant que tel, c'est en bloc opératoire, par exemple, où il pourrait avoir un giclage de sang, mais ce n'est pas le cas dans les RPA. Donc, si vous avez en stock le 8210 ou le 8110S ou le 9210 industriel, ils sont aussi tout à fait acceptables. On les voit moins cependant, mais ça se peut que vous en ayez aussi en stock dans vos RPA respectifs. Maintenant, au niveau de ce que devrait savoir un travailleur avant de porter un APR N95, qui est pour moi la partie formation, elle est, je vous dirais, on parle beaucoup de fit test, mais c'est encore plus important ce qui me concerne, la partie formation. Donc, quand le porter, comment le porter et tout ça. Surtout considérant que depuis l'arrivée d'Omicron, depuis quelques semaines, le port du N95 a été très élargi au niveau du réseau de la santé et que la CNESST est consciente qu'il a été difficile pour les employeurs de faire des fit tests pour répondre à la demande. Donc, évidemment, il y a une tolérance à remettre des N95 sans faire de fit test, mais comme employeur, vous devez démontrer que très rapidement, très brièvement, vous pourrez évidemment faire des fit tests aux travailleurs avec lesquels vous avez remis les APR N95. Donc, premier élément qui est important pour un travailleur de la santé, à savoir lorsqu'un employeur lui remet un N95, il doit savoir à quel moment il doit le porter. Donc, ici, c'est d'appliquer les procédures en vigueur dans votre établissement. Je sais qu'il y a des questions, puis il y a des zones grises à savoir quand je le mets et quand je ne le mets pas. Ça, on pourra l'aborder à la partie questions et réponses avec Marc et Mélanie tantôt. Mais fait important aussi, les travailleurs de la santé doivent être aussi au courant de la méthode pour mettre et retirer l'entièreté, la séquence complète du port de pays. Évidemment, on ne met pas juste la N95, on la met avec évidemment les gants, la blouse et la protection oculaire. Et à la Stase, nous avons produit une affiche. Le lien, je l'ai mis ici, donc vous avez le lien pour télécharger gratuitement l'affiche de la Stase sur la procédure à suivre pour mettre et retirer l'ensemble des EPI, incluant le N95. Conditions à respecter maintenant pour ce qui est du port d'un APR N95. Alors, je vous le disais, être frais rasé pour les hommes, c'est probablement la condition la plus importante, être frais rasé du matin. Donc, un travailleur de la santé qui va porter N95 devrait se raser le matin. Pourquoi que 12 à 24 heures, ça peut déjà être compromettant pour l'étanchéité du masque sur le visage, donc N95 sur le visage. Mais ce que j'ai réussi à mettre dans le rectangle du bas ici, vous voyez un petit point noir, et là, les proportions sont gardées. Donc, proportions gardées à l'écran, c'était difficile, là. Le petit point noir que j'ai mis ici, c'est la dimension à sa plus petite taille d'une particule virale de COVID-19, donc le SARS-CoV-2.
à sa plus petite dimension, on parlerait d'un diamètre d'à peu près 0,1 micron. Et ce que j'ai mis en dessous ici, en couleur orangée, c'est le diamètre moyen d'un poil de barbe, donc de 70 microns. Ce qu'on peut voir, un poil de barbe par rapport à une particule virale, c'est littéralement un tronc d'arbre. Donc, quand on répète aux travailleurs d'être frais rasés, c'est important. Et à chaque fois que les travailleurs, par la suite, vont porter N95, ils devront porter N95 dans les mêmes conditions qu'ils étaient lors du fit test. Donc, quand j'ai passé le fit test avec mon travailleur, il était frais rasé. Et lorsqu'il va reporter par la suite à N95, il devra, évidemment, recréer, reproduire les mêmes conditions qu'il y avait lors du fit test. Et la seule façon qu'on peut faire ça, mais évidemment, c'est d'être frais rasé. Maintenant, pour l'inspection, avant chaque port de N95, il y a l'inspection à faire qui est très rapide, mais qui va être faite. Donc, d'abord, évidemment, procéder au lavage de mains. Par après, aller prendre le masque N95 avec lequel on a réussi un fit test, évidemment. Et pour l'inspection, on va venir inspecter la bande nasale, s'assurer que la bande nasale elle est bien en place, que la mousse est bien collée au complet. Vérifier le pourtour, est-ce qu'il y a une déchirure, est-ce qu'il est endommagé. Au niveau du filtre, pour le filtre, des fois, regarder à travers une source lumineuse, voir si on n'a pas de déchirure, non plus à l'extérieur. Et finalement, vérifier au niveau des ouvertures, donc les embouchures, si vous voulez, et les broches également à surveiller aussi. Donc, s'assurer que tout est conforme. Et finalement, vérifier que l'élastique n'est pas asséché, craquelé, donc tirer dessus légèrement pour s'assurer que si je porte le masque, l'élastique ne brisera pas lors du port, évidemment. Comment mettre un APR N95 maintenant? Donc, avant de procéder à l'explication, on a mis sur notre site web à la Stase des capsules vidéo. Donc, il vous montre, entre autres, comment mettre et retirer un APR N95 en forme de coquille, un APR ici à rabat, comme le 1870+. Et on a également déposé des vidéos de Medicom. Donc, ils sont tous présents et j'ai évidemment ici inséré les liens. Vous pourrez les utiliser dans vos RPA respectives en guise de formation pour vos travailleurs et travailleuses. Donc, comment mettre maintenant un APR N95? Donc, première étape, c'est vraiment d'ouvrir le masque au complet. Donc, des fois, on voit les travailleurs qui ne l'ouvrent pas au complet. Ils vont un peu l'écraser au visage, donc bien l'ouvrir au complet. Aller l'insérer sous le menton et sur le nez. Et par après, aller saisir la courroie du dessus et l'amener au-dessus de la tête. On va par après aller saisir la courroie du dessous et aller l'amener directement sur la peau de la nuque. Pour ceux et celles qui ont des cheveux longs, retirez la couette de cheveux et venez vraiment déposer la courroie inférieure sur la peau de la nuque pour avoir un beau V. L'élastique du haut en haut, l'élastique du bas en bas directement sur la nuque. Et dernière étape, et non la moindre, l'ajustement de la bande nasale. Donc, ce qu'on veut éviter ici, c'est de prendre 2 doigts et de venir saisir la bande nasale et d'aller vers le haut comme ça ici. Ça peut créer malheureusement une petite fuite. Donc, ce qu'on vous recommande de faire, comme on voit à l'image ici à l'écran, de prendre vos 2 doigts, commencer vers le haut du nez et descendre, donc glisser légèrement jusqu'à la fin de la bande nasale et bien mouler sur le nez. C'est une partie très importante. Souvent, lorsqu'on voit des fuites au niveau des essais d'ajustement, au niveau des fit tests, mais c'est la bande nasale qui peut-être n'a pas été assez bien ajustée. Maintenant, comment mettre un APR N95 en ce qui concerne l'APR Architect Pro de Medicom? Donc, lui, évidemment, il y a des particularités. La première, c'est de s'assurer que les travailleurs comprennent bien qu'il y a 2 courroies et non pas juste une. Donc, il y a vraiment 2 élastiques et non pas juste un. Quand on rouvre le masque, ce qu'on voit malheureusement, c'est juste un seul élastique. Dans le fond, ici, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de l'ouvrir comme un sac de chips, si vous voulez. Et on va avoir 2 élastiques, comme on le voit ici. Donc, je vais tirer et j'ai 2 élastiques qui apparaissent. On peut mouler ici légèrement la bande nasale.
Et par la suite, on va venir, comme tantôt, installer le masque de l'APR N95 au niveau du nez et du menton, sous le menton à peu près à 1 à 1,5 cm sous le menton ici. Et on va prendre, et ça c'est la méthode de Medicom, celle que le fabricant enseigne, on prend les deux élastiques, on va les amener les deux sur la nuque et on va saisir par après un des deux élastiques puis on va le ramener sur la tête. Donc, je répète encore une fois, on installe le masque au visage, une partie sur le nez, une partie sous le menton. On amène les deux élastiques au niveau de la nuque. On en prend un des deux, on amène sur la tête pour faire encore une fois un beau V, comme on voit ici, à la troisième photo. Pour ce qui est de l'ajustement au visage maintenant, donc, pour ceux et celles qui ont des travailleurs de santé qui portent des APR N95 de Medicom, ce sont des APR qui sont considérés par les travailleurs comme étant très confortables. Ils sont souples, ils sont moins rigides que les autres, mais ça l'amène, par exemple, une nécessité d'avoir un peu plus de doigté pour bien l'installer. Donc, au niveau du menton, assurez-vous qu'il est bien déplié. Puis, au niveau de la bande nasale, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas une mousse sous le nez comme le 1870+. Donc, il devient excessivement important de bien ajuster la bande nasale des masques, des APR 95 de Medicom et vraiment bien descendre à chaque 2 mm, on descend jusqu'à la fin de la bande nasale. Et pour ceux et celles qui font des faits de test, vous voulez voir si votre collègue a bien ajusté le masque au visage, allez voir si vous ne voyez pas une petite ouverture au niveau du nez juste ici. Et maintenant, donc, la dernière étape avant de rentrer dans une zone à risque, avant de rentrer dans une chambre de patient, par exemple, d'usager, c'est-à-dire qui serait évidemment contaminé par la COVID-19, c'est de procéder au test d'étanchéité, ou en anglais, ce qu'on appelle le fit check. Ça ici, ça doit être fait avant chaque entrée. Donc, à chaque fois que j'ai porté un masque un APR 95, et avant de rentrer dans une zone à risque, je dois procéder à un test d'étanchéité, donc à un fit check. Il y a le test d'étanchéité en pression négative et en pression positive. En pression négative, mettez les mains sur le masque et vous allez inspirer. Vous devriez en principe sentir le masque collé au visage. Et en pression positive, vous remettez encore les mains sur le masque et vous allez pousser, comme si vous vouliez éteindre une chandelle sur un gâteau de fête. On devrait sentir le masque légèrement gonflé aussi. On ne devrait pas sentir de fuite. On peut mettre également les mains au-dessus du masque et en dessous et ne pas sentir de fuite. Pour les APR de Medicom, considérant qu'ils sont très souples, souvent les travailleurs, lorsqu'ils vont l'installer au visage, on voit déjà là que le masque suit la respiration du travailleur. Quand c'est le cas, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite d'air. Ça veut dire que l'air rentre par le masque et sort par le masque. On voit que l'APR N95 de Medicom suit la respiration. Mais si la personne ne sent pas la pression positive ou négative, elle peut mettre ses mains sur le masque et encore une fois, sentir la pression négative et la pression positive. Si le travailleur, la travailleuse sent qu'il y a une fuite, il doit procéder à réajuster le masque, la bande nasale s'il le faut, les élastiques, et ne pénètre pas dans la chambre ou la pièce où il y a évidemment un risque de contamination, sans s'assurer que le fit check, le test d'étanchéité, est conforme. Une fois le soin terminé, il faut retirer l'APR N95. Donc ici, ce qu'il faut mentionner, c'est que généralement, ce qui reste dans votre procédure de retrait des EPI, il reste uniquement l'APR N95 au visage et vous n'avez plus de gants. Donc, quand on va retirer l'APR N95, partie importante, il ne faut pas mettre la main sur le masque pour le retirer. On va le retirer uniquement qu'en manipulant les courroies. On ne veut pas non plus que l'APR N95 contaminée touche les vêtements parce que vous n'avez plus votre blouse non plus. Donc, on va se pencher légèrement par en avant. On va regarder à l'horizon. On va aller saisir la courroie du bas comme on voit à l'image ici. On va aller l'amener en avant avec une légère tension. On va aller par après saisir la deuxième courroie, celle sur la tête, et on va tout simplement
repousser, donc amener le masque vers l'avant, sans toucher évidemment nos vêtements contaminés, et en disposer en fonction des procédures en vigueur dans votre établissement. En ce qui concerne maintenant les essais d'ajustement pour les fit tests, il y a 2 procédures qu'on leur retrouve au niveau des fit tests. C'est vraiment celle-ci que vous avez, pour ceux qui en ont déjà passé, c'est vraiment celle que vous avez vue, donc celle qu'on voit donc plus fréquente dans le réseau de la santé, ce qu'on appelle des essais d'ajustement de type qualitatif qui sont basés sur une détection de goût amer dans ce cas-ci. Donc, ici, essentiellement, c'est que le travailleur, lorsqu'il porte l'APR N95, s'il est bien ajusté, le travailleur ne va pas détecter le goût de la solution amère. Et vous avez la deuxième procédure qui sont des essais d'ajustement de type quantitatif qui vont se faire avec un appareil. Le plus commun est celui qu'on appelle le port-à-count. Essentiellement, le port-à-count, c'est un compteur de particules. Il va compter les particules, les concentrations particulières à l'extérieur dans le local, c'est-à-dire, et la concentration particulière qui est présente à l'intérieur du masque. Et l'appareil va faire le ratio entre ce qu'on retrouve comme concentration particulière dans le masque et dans l'environnement. Et si le ratio est satisfaisant, l'appareil va indiquer que le travailleur a réussi son fit test. Les 2 procédures d'essai d'ajustement sont citées dans la norme CSA 94.4, donc ce sont 2 procédures qui sont tout à fait adéquates, autant l'une que l'autre. Au niveau de la STAS maintenant, donc on a déjà formé plusieurs ajusteurs au niveau des RPA, donc on offre une formation. On ne fait pas de fit test, donc on se fait appeler des fois, est-ce que la STAS fait des fit tests? On n'en fait pas. Mélanie, des firmes de consultants comme la firme à Mélanie, Monette et d'autres consultants, eux, font des fit tests, mais nous, on n'en fait pas. Ce que l'on offre comme service, cependant, c'est une formation d'ajusteurs. Donc, on forme des personnes qui vont réaliser des fit tests. Présentement, avec l'Omicron qui a été très présent, on a eu une forte demande de formation d'ajusteurs. On n'a pas été capable d'organiser des formations en présentiel. Elles vont revenir sous peu. Mais présentement, les formations sont offertes en ligne, en mode synchrone, avec un formateur de la STAS. Le coût par personne est de 60 $ par personne. Ce sont des groupes de 4 à 6 personnes, parce qu'en ligne, c'est quand même un défi aussi faire des formations. La durée est d'environ 4 heures, dépendamment du nombre de personnes que vous avez. Et je vous ai mis ici le lien pour vous inscrire à la formation. Il y a des dates qui sont affichées et vous pouvez vous inscrire aux dates qui vous conviennent. Les conditions pour assister à la formation, la première, bien évidemment, c'est d'avoir avec vous des APR N95. La deuxième, c'est d'être accompagné d'un collègue, d'un cobaye, si vous voulez, parce que le formateur de la STAS à l'écran va vouloir, à la fin de la formation, voir les participants réaliser un fit test. Donc, vous devez avoir quelqu'un avec vous. Et si c'est un homme, d'être frais rasé, évidemment, pour qu'on puisse vous voir en train de faire un fit test. Et dernier élément important à avoir, le point 3, avoir une trousse pour réaliser des tests d'ajustement. On recommande la trousse FT30 de 3M. Vous avez la photo qui est ici, donc la cagoule, le col avec les 2 pompes et les 2 kits de solutions amères, sensibilité et solutions fit test. Je vous ai mis ici des fournisseurs. Donc, c'est des fournisseurs. Jusqu'aux dernières nouvelles, il y avait encore des trousses en stock. Je n'ai pas vérifié depuis quelques jours, mais il y en avait la semaine dernière. Et le coût des trousses varie en fonction de vos fournisseurs. Pour ce qui est du programme de protection respiratoire, très rapidement, mais ce qui est important lorsqu'un employeur fournit des APR N95, mais il doit y avoir une personne qui va être nommée responsable du programme, qui va gérer évidemment là, les approvisionnements en termes d'N95, la formation des travailleurs, s'assurer que les fit tests vont se faire aussi, donc céduler les séances fit tests, s'assurer que les travailleurs ont la formation aussi pour porter l'N95, revoir aussi les procédures, revoir la formation et vérifier est-ce que tout fonctionne correctement. Et pour ceux qui s'intéressent pour en savoir davantage, je vous invite à consulter la norme CSA 94.4, la version 2011, parce que depuis quelques semaines, au niveau du RSST, c'est au niveau du règlement sur la santé et la sécurité du travail, il y a eu un changement. Anciennement, c'était la norme, c'est la version 93 de la norme. Maintenant, c'est la version
2011 de la norme qui est en vigueur. Donc, pour ceux et celles qui s'intéressent, qui veulent développer un programme plus étoffé, je vous réfère à la norme CSA. Ou nous contacter. On peut vous supporter aussi pour ceux et celles qui veulent développer et implanter un programme de protection respiratoire. À la STAS, nous avons aussi une répondante. Donc, la répondante pour les RPA, ce n'est pas moi. Moi, je m'occupe du volet protection respiratoire avec certains de mes collègues. Mais la répondante pour les RPA au niveau de la STAS, c'est ma collègue, donc Marilyn Gilbert. Vous avez ses coordonnées ici. Donc, l'interface entre la STAS et vous, les RPA, c'est ma collègue Marilyn Gilbert et c'est elle, par après, qui fera les liens avec nous pour les dossiers impliquant, là, évidemment, des RPA. Et ça termine pour moi ma partie de la présentation. Je vais maintenant inviter mon collègue Marc Fortin à poursuivre avec la session. Questions et réponses. Bien, merci beaucoup, Sylvain. C'est ma partie favorite parce que tu nous as donné beaucoup de bases, beaucoup de matériel. Puis je vais inviter Mélanie à ouvrir sa caméra puis son écran. Sa caméra plutôt, puis son micro. Puis, beaucoup de connaissances de ta part, puis c'est important qu'on puisse le partager avec les RPA. Je voulais juste résumer, dans le fond, c'est les règles à CNESST, juste pour que tout le monde soit... On sait comment l'utiliser, mais quand l'utiliser, puis après, on va en parler un peu tous les trois, puis ensuite, on répondra à certaines questions. Mais vraiment, en zone chaude, ça prend un N95. Fait que jusqu'à nouvel ordre, en zone tiède, avec des usagers jaunes, rouges, ça prend un N95. En zone froide, si je suis avec un usager jaune, donc contact rapproché ou présence de symptômes, ça prend un N95. En zone froide, si je suis avec un usager répondant à l'ensemble des critères suivants, je peux porter un masque de procédure standard. Sans symptômes subjectifs, sans aucune exposition documentée, n'ayant pas séjourné à l'extérieur du Canada et ayant reçu un résultat négatif à un test de dépistage. À ce moment-là, je peux porter un masque de procédure. Sinon, c'est un N95. C'est vraiment un résumé des règles de la CNESST. Fait que maintenant, on va passer à la discussion parce que moi, j'avais des questions, vous aviez des questions, il y a des membres qui avaient des questions. Fait que je vais vous les poser, puis vous me donnerez les réponses d'après vous. Je pense que dans le premier cas, là, si j'ai le premier cas qui est suspecté, mais l'information n'est pas claire, à quel moment est-ce que je dois sortir mes N95? Peut-être Mélanie, veux-tu? C'est tout un débat sur le terrain. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, okay. C'est tout un débat sur le terrain. Quand est-ce que je mets mes N95 ou pas? Parce qu'on réalise que ça dépend des CIUS desquels vous relevez. Si je prends celui de la capitale nationale, c'est en tout temps. Zone tiède, chaude, froide, en RPA, vous portez le masque. Si vous allez dans le 6 des Laurentides, c'est tiède, chaud et encore là, éclosion ou pas éclosion. Et tout dépendant des 6, ça va aussi dépendre c'est qui la personne qui vous répond. Donc, c'est un peu ça le défi qu'on a à répondre à cette question-là. Personnellement, de ce que je vois sur le terrain, je suis en faveur du N95 en tout temps parce que nos usagers, les résidents, sortent, vont souper chez leur fille, reviennent le lendemain, ma fille est COVID positive, moi, je n'ai pas de symptômes, qu'est-ce que je fais? Là, vous avez tous vos beaux tableaux, là, vous recevez à toutes les semaines avec du jaune qui vont vous donner la nouvelle consigne à jour pour l'isolement puis les tests. Mais au niveau des employés, bien, c'est pour ça, moi, que je privilégie le port du masque N95 parce que dans beaucoup d'éclosions, quand on fait l'enquête, ce qu'on réalise, il y a eu un premier cas le jour 1 à 8 heures le matin, imaginons, et les employés, à ce moment-là, portaient tous le masque de procédure. À l'intérieur de 48 heures avec Omicron, on se retrouve avec plus de 100 cas répartis parmi les résidents, parmi les employés. Et là, ben, la question, c'est pourquoi vous n'avez pas mis de N95? Parce que j'en avais pas, je n'avais pas de réserve. On m'a répondu au 6 d'attendre d'avoir un premier cas pour qu'on m'en envoie. Fait que c'est un peu toute cette discussion-là qui nous a aussi amenés aujourd'hui à essayer de faire cette question-réponse-là pour vous. On sait que c'est chaque secteur particulier. Encore là, vous êtes une RPA, une grande RPA avec
tous des logements des gens autonomes ou une petite RPA de type bulle avec une vingtaine de personnes de type trouble cognitif Alzheimer, chaque cas mérite d'être évalué. Mais personnellement, comme employeur, moi, j'applique mon obligation de la loi sur la santé et sécurité au travail qui dit à l'article 51 que je suis obligée de protéger mes travailleurs. Donc, c'est N95 en mode préventif. Je les forme auparavant, je les fit auparavant, j'ai un inventaire minimum en stock et je ne me pose pas la question. On est dans une période trouble, tout le monde va porter son masque. Après, je sais pour plusieurs RPA, tu parlais de disponibilité un peu, Mélanie. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont de la misère à les avoir, dépendant de quel CIS puis CIUS tu relèves. Il y en a que ça vient, puis il y en a d'autres, on se fait répondre, il n'y en a pas pour nous, il n'y en a plus. Pourtant, il y en a en stock. Il y en avait 50 millions en stock, supposément, du gouvernement. Fait que comment est-ce qu'ils doivent agir par rapport à ça s'ils ne les reçoivent pas? Parce que si tu as une éclosion dans ta résidence, puis tu ne reçois pas d'N95, bien là, tu fais quoi? Pour le moment, ce qu'on nous dit dans les différentes directives, c'est que la RPA va faire une demande aux approvisionnements. Si vous ne savez pas sur le site Internet de votre CIUS où est ce bon de commande-là, posez la question à la certification. C'est eux qui vont tout gérer ce chapitre-là. Une fois que vous déposez votre demande aux approvisionnements, si on vous répond on n'a pas de masque ou on n'a pas ceux avec lesquels vos employés ont réussi le fit test, parce que dans certains cas, ça peut prendre 5, 6, 7 essais de masque avant d'arriver à une belle étanchéité. Là, le problème se pose. Qu'est-ce que je fais? Mon CIS n'a pas mon masque. Est-ce que le masque est disponible sur le marché? Oui. Tantôt, Sylvain vous a parlé du 8210, le masque rond qu'on utilise beaucoup plus dans le secteur de la construction pour la poussière, qui n'est pas de niveau médical, mais pour une RPA où j'ai peu de risque d'être en contact avec les fluides, là, les IMGA, à ce moment-là, ça peut faire. Mais ce masque-là, il est disponible sur le marché. Est-ce que je le paye ou je ne le paye pas? Moi, je vous dirais que en février 2021, le tribunal administratif du travail a déclaré que c'était la responsabilité de l'employeur de fournir l'équipement à ses travailleurs. C'est sûr que si le CIS vous aide au niveau de la reddition de compte, on le prend, là, on prend tout, on le sait que la difficulté financière, elle est là pour tout le monde. Ouais. Mais dans l'ultime, le CIS qui dit « je ne te fournis pas l'équipement, je n'en ai pas et je ne rembourse pas », vous ne pouvez pas dire « ben j'ai fait ce que je pouvais puis je ne fais rien d'autre ». Légalement, comme employeur, vous devez trouver la solution pour protéger adéquatement vos travailleurs. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des CIS, des CIUS, quand on les rajoute dans la reddition de compte, il y en a qui le payent, il y en a qui ne le payent pas. Il faut faire attention à ça et se renseigner avant parce que c'est leur responsabilité au CIUS de vous envoyer des N95. Effectivement, là, ça, en principe, là, ça, c'est établi, ça. Au niveau du ministère, est établi que les CIS et les CIUS ont pour mandat de fournir évidemment les modèles qui sont dans l'inventaire. La question de Mélanie, à savoir si je sors de l'inventaire du CIS et du CIUS, mais évidemment, les N95 sont quand même difficiles à avoir. Il y a des modèles qui sont disponibles. La question principale, l'élément le plus important lorsque vous sortez évidemment des inventaires importants, que ce soit le 1870+ ou les APR de Medicom, si je vais vers un 8210 ou un autre modèle, d'en avoir assez en stock. Donc, si vous décidez qu'effectivement, je vais sortir des inventaires du réseau de la santé et aller acheter des APR N95 d'autres modèles, il faut en avoir assez pour être capable de soutenir plusieurs semaines, plusieurs mois. Le défi est là. Vous avez une boîte ou deux, vous allez tester vos travailleurs avec une 50aine de masques, ils vont les porter en l'espace d'une semaine, ils n'en auront plus, puis vous devrez refaire encore des fit tests. Donc, assurez-vous que si vous décidez effectivement d'aller vers d'autres modèles auprès de vos fournisseurs, qu'il y en ait assez pour avoir un stock qui vous dure quand même plusieurs mois. Là. Puis, je reviens aussi, Sylvain, sur un point important dans ta présentation. Chaque fois que je change de masque, je refais un fit test. Exact. Dans la deuxième vague, j'ai fait beaucoup de fit tests avec du Medicom M2322 qui répondait bien. Mais éventuellement, le stock s'est épuisé.
Donc là, on recommence avec les architectes, mais on recommence. C'est pareil comme des souliers. Vous ne pouvez pas arriver dans la résidence et dire à tous vos employés, tout le monde va porter des souliers grandeur 6. Il y en a qui vont avoir mal aux pieds, puis il y en a qui vont marcher dans le vide. C'est la même chose pour le masque. Oui, ce qu'on peut dire, par exemple, par rapport au 18-70 plus de 3M et au masque de Medicom, c'est que ceux de 3M, les 18-70 plus, est fabriqué en Ontario, à l'usine de Brockville. Donc, on sait que l'apport sera constant. Et puis, pour les Medicom, ils sont fabriqués ici à Baie-Saint-Laurent. Et Medicom, on les a rencontrés en webinaire la semaine dernière. Et ce qu'ils nous ont indiqué, c'est qu'ils sont en embauche pour augmenter la production d'APR. Donc, on s'attend à ce qu'en 2022, il y ait suffisamment d'APR 95, autant 3M, 70 plus, que pour les Medicom. C'est pour les autres modèles où là, évidemment, c'est plus aléatoire. Okay. Je vois qu'il y a des questions sur le webinaire et la présentation. Oui, tout ça, ça va être disponible sur le site de la SARS et le site du RQRA. Fait qu'inquiétez pas, tous ceux qui ont participé, vous allez recevoir un lien pour vous rendre sur les 2 sites web pour récupérer la présentation et revoir le webinaire si vous voulez. Juste pour répondre au plus de questions possibles, je vois qu'il y a certaines questions qui rentrent. J'en avais encore, mais ma résidence est en éclosion. Est-ce que tous les employés doivent porter le N95? J'imagine que oui, mais les gens me posent la question, je vais demander à mes experts. On passe de la théorie à la pratique. Parce que sur papier, ça dit clairement que c'est mes travailleurs de la santé en contact étroit. Si je suis en éclosion, et là, je ne vous parle pas d'une éclosion de deux usagers isolés dans leur chambre, je parle vraiment, là, on en a partout. À ce moment-là, ben, moi, je vais traiter ma résidence en éclosion. Je vais privilégier le port du N95. Pensez juste à la gestion du stock. Je rentre dans la chambre 1, je m'habille, je me déshabille. La chambre 2, je m'habille, je me déshabille. La chambre 3. Comment je vais gérer mon N95 considérant qu'on fait un calcul approximatif de 4 APR par jour? À un moment donné, ça ne marchera plus là, dans vos stocks. Puis si mes gens sont contaminés, c'est sûr qu'on s'entend là. Je vais toujours essayer de faire par vague. Je vais commencer par faire tous mes froids, tous mes non contaminés ensemble. Après ça, je vais passer je vais augmenter mon niveau de risque. Je ne ferai pas exprès pour passer d'un cas positif à un cas négatif. Donc, là, il y a toute la stratégie que le CIS est censé vous aider aussi, mais je conviens là. On le sait très bien, ceux qui ont eu des éclosions, malheureusement, entre le moment où on détecte notre premier cas et le moment où le CIS arrive, ben, il y a plus que 30 minutes. Il faut s'organiser. Fait que le N95, à ce moment-là, je serais portée à le mettre à tout le monde. Mais là, la question, c'est est-ce que mon gars d'entretien qui est tout seul de son bar, qui ne se promène pas dans les corridors, qui reste dans son local, je ne sais pas ce qu'il fait comme travail, là, mais il reste isolé dans son local, est-ce qu'il a besoin d'un N95? C'est là où on arrive à du cas par cas. Mon agente administrative qui est confinée dans son bureau, à ce moment-là, on pourrait y aller avec le masque de procédure. Elle sort, elle s'en va dans le corridor pour aller chercher un café à la cafétéria, elle va croiser des usagers N95. Les filles à la cuisine, est-ce qu'ils font du service ou sont juste au lave-vaisselle? Puis s'ils sont juste au lave-vaisselle, est-ce qu'ils sont en contact avec les filles qui font du service? La notion de contact là, peut devenir vraiment là, exponentielle. Fait que c'est là où il faut essayer de voir. Moi, je vais toujours avec une gestion de risque. En fait, les membres du RQRA me connaissent parce que ma marque de commerce, c'est la catastrophologue. Moi, je vois le pire scénario. Donc, qu'est-ce qui est le pire pour moi? Mettre tout le monde sur des N95 le temps que je m'organise, ne serait-ce que le premier 12 heures, avoir l'avis du CIS, comment je gère ma situation, ou laisser aller parce qu'on n'est pas trop sûr, puis on se retrouve avec une éclosion majeure où plus de la moitié de vos employés, de vos résidents sont impactés. Puis la partie plate, mais très gestion, on peut faire le même calcul au niveau financier. Mélanie, ça me coûte cher des N95. Je suis d'accord, mais quand tu as 40 employés qui sont en arrêt de travail pour au moins 5 jours, sinon 10, parce qu'ils sont COVID positifs, combien ça te coûte? Je sais que ce n'est pas la même enveloppe budgétaire nécessairement, non? Mais le calcul, il se fait si on veut juste prendre des chiffres. Fait que moi, je suis vraiment plus de
tout le monde sur le N95. Puis quand j'ai l'avis des spécialistes là, à ce moment-là, du PCI, du CIS, qui est sur les lieux, qui fait son analyse de risque, qui évalue, si cette personne-là, avec son évaluation, me dit ben, c'est juste une aile que tu vas confiner, puis que celle-là, tout le monde qui rentre, qui sort, porte un N95, et le reste de la résidence, c'est du masque de procédure, je vais la suivre. C'est elle, la spécialiste en contrôle des infections. Dis-moi donc, si tous les résidents ont eu la COVID dans ma résidence, est-ce qu'on peut porter le masque de procédure ou est-ce que le masque de procédure est encore nécessaire? Parce que tout le monde l'a eu. Il y en a qui me posent la question. Moi, je C'est toujours nécessaire. vais dire oui, mais là, Oui. il est nécessaire. Hein? Il est nécessaire. Ouais. Puis, moi, si les travailleurs qui ont eu la COVID, est-ce qu'ils doivent porter le N95 ou le masque médical? Parce que des travailleurs, ils l'ont eu la COVID. Qu'est-ce qu'on fait? C'est fini, ils sont rendus négatifs, mais ils l'ont eu. Est-ce qu'ils peuvent porter le masque de procédure quand les autres portent le N95? Les EPI ne changent pas en fonction des antécédents de la maladie ou de la vaccination. Donc, peu importe le statut du travailleur de la santé, il doit respecter, suivre les procédures en vigueur. Donc, si c'est le port de N95 qui est décrété, il porte un N95. Et si c'est un masque de procédure, mais il portera un masque de procédure. Donc, ce n'est pas en fonction du statut vaccinal ou des antécédents de COVID. C'est les procédures en place, ils sont respectés partout dans la santé. Mais puis, je pense qu'il y a des... Oh, vas-y, Mélanie. Oui, j'ajouterais, ben, il y a aussi le fait que, oui, il a eu la COVID, mais encore là, il peut rester un transporteur, donc un transmetteur, excusez. Donc, effectivement, le N95, lui, est censé protéger autant l'émetteur que le récepteur, tandis qu'avec le masque de procédure, on a beaucoup plus de fuite. On l'a vu, il n'y a pas d'ajustement en tant que tel. Donc, on va préférer là, suivre la consigne. Par contre, où je mettrais un petit bémol, c'est quand c'est la partie tout le monde sur le masque de procédure, donc aucune éclosion, risque faible, à ce moment-là, je serais portée. Excusez. À ce moment-là, je serais portée à dire on peut peut-être se garder une petite zone de confort. Je donne l'exemple, la travailleuse a fait la COVID. Ça fait déjà 3 semaines, puis elle a toujours son petit chat dans la gorge. Là, ça gratte, puis elle tousse souvent. À chaque fois qu'elle tousse dans la résidence, elle fait le vide autour d'elle. Tout le monde s'éloigne, tout le monde a peur, c'est un climat de terreur, là, ça y est, elle est ostracisée. Elle me dit, moi, là, quand j'ai un N95, psychologiquement, je me sens plus confortable, autant pour moi que pour les autres. On dirait que ça rassure tout le monde. Je le sais que je suis négative, je le sais que je ne vais pas le transmettre, mais c'est dur psychologiquement de travailler. J'aime mieux travailler avec. Ça, on commence à voir apparaître ça. C'est nouveau, là. Avant, on ne voulait pas le porter. Là, on veut le porter tout le temps. J'ai le droit, comme gestionnaire, de dire oui, c'est beau, porte-le. Ah ouais. Puis si tu as des employés immunosupprimés, il y a des normes pour ça aussi. Eux doivent le porter, c'est ça? Oui. On va leur donner une chance. Déjà, là, qui sont encore au travail, on le sait qu'on en manque. Puis la personne veut faire sa part, elle veut être là sur le plancher, elle aime encore son travail, là. Elle veut participer, mais elle veut être protégée au maximum. Elle ne nous a pas demandé de mettre un appareil de protection respiratoire autonome là, comme les pompiers, elle nous demande un N95. Oui, parce qu'effectivement, avec les nouveaux médicaments Architect Pro, plus léger, plus malléable, bien, il y a beaucoup d'employés qui vont trouver une zone de confort à ce niveau-là. Dis-moi, après ça, on a quelques petites questions qui rentrent. Si je dois conserver mon masque durant mon quart de travail de 7h30 ou 8h, ou si je fais de l'overtime, peu importe, est-ce que je dois conserver le même masque ou j'ai un nombre de masques? Je pense qu'on en a 4 par chiffre. Peux-tu m'expliquer ça un peu? Parce qu'il y en a qui transpirent beaucoup. Tu es pris avec un masque qui est mouillé. Là, parle-moi un peu de ces choses-là. Toi aussi, Sylvain. Tu veux y aller, Sylvain? Oui, bien, au niveau des différentes normes qu'on retrouve au niveau de la protection respiratoire, à l'instant qu'un N95, un APR 95 est rendu humide et il commence, souvent on va voir, il commence soit à bouger sur le visage parce que la sueur est présente, ou je transpire beaucoup, le masque devient mouillé et la respiration devient difficile à travers le filtre, bien, il faut le remplacer.
Donc, si vous avez un travailleur, on en connaît là, qui ont chaud très rapidement, mais 4 masques ne seront pas suffisants par jour pour ces travailleurs-là. Il faudra en prévoir davantage pour eux parce qu'on sait très bien que, le contact sera plus étanche, ou s'il devient très humide, le travailleur ne peut plus respirer à travers. Au niveau de la norme CSA, mais c'est clairement indiqué que si le masque est rendu humide, on doit le remplacer. D'où le fait dans le décret qui était écrit dans une des directives, ça nous disait de prévoir une réserve pour 3 semaines. Parce que l'éclosion en tant que telle, selon les différents documents, ben, pour dire une fin d'éclosion, je vais partir de mon dernier cas déclaré positif plus 14 jours. J'ai besoin de 14 jours de masque. Je n'ai pas une éclosion qui va durer juste une journée. Fait que si mon éclosion a duré 10 jours plus mon 14 jours, j'ai besoin de 24 jours de masque. Et j'ai besoin aussi d'une réserve. Je peux pas faire un calcul. Ceux qui font le calcul très rigoureux, j'ai 10 employés, 4 masques par jour, chaque employé pendant 2 semaines va travailler 10 jours. Commandez pas juste 400 masques, vous allez vous retrouver dans les dernières journées en rupture de stock. Fait que c'est là où il faut vraiment faire l'inventaire. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de la réserve de 3 semaines. Puis, je le répète, on ne sait pas quand ça arrive. Fait que j'ai vu passer des communications internes de certains CIS qui disaient commandez juste une semaine à la fois, puis uniquement si vous êtes en éclosion. Ben, c'est parce qu'au moment où je commande, surtout si c'est un vendredi, ceux qui l'ont expérimenté, si je commande mes masques le vendredi, ils vont rentrer, si je suis chanceuse, le mardi, sinon le mercredi. On est déjà rendu au 5e, 6e jour de notre éclosion. Ça y est, ça va être répandu. Fait que c'est là où il faut prévoir. Mais encore là, on ne va pas prévoir pour 6 mois non plus. Ça ne nous sera pas utile. Fait que c'est de trouver l'équilibre. Mélanie, Annie, justement, le Suisse des Laurentides nous dit qu'il refuse les réserves de 3 semaines, puis il demande de commander toutes les semaines. Fait que c'est un peu un problème, ce que tu es en train de dire là. Oui, c'est un 6, effectivement. Il y a quelques 6 comme ça où c'est difficile. Puis c'est pour ça aussi que de mon côté, moi, ce que je dis aux membres du RQRA dans ce temps-là, c'est s'il vous plaît, écrivez à Marc Fortin, faites des représentations parce que quand c'est une seule petite résidence isolée dans un 6, ça a de l'air anecdotique. Quand on est rendu à 10, 15, 20 résidences du même 6, ça se peut que quelqu'un ait mal interprété une directive. On va y aller comme ça, OK? On a réglé une coupe comme ça, hein? Ben voilà. Fait que le RQRA est là aussi pour représenter ses membres dans des dossiers comme ça. Dites-moi, quelqu'un qui nous dit mes employés fités, mais on en a parlé un peu tantôt, mais il me dit il y en a 2 qui ne fitent aucun des masques fournis par le 6, mais ils ont des bons résultats avec d'autres masques disponibles sur le marché. Est-ce que le 6, est-ce que c'est au 6 de les procurer? Je pense que c'est à l'employeur, mais puis si je dois les procurer, est-ce que c'est moi qui dois les payer ou le 6 a l'obligation de les rembourser? Sylvain? Ça, au niveau de l'aspect budgétaire, ça, je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous répondre à ce niveau-là. Mélanie? Moi, je pense que c'est l'employeur qui paye. J'irais vraiment avec le principe de base de dire avec la COVID, tout le monde, il n'y a pas grand monde qui vont avoir fait énormément d'argent. On en a tout perdu. Bien, à partir de là, on l'accepte, on paye, on va demander un remboursement. La majorité des 6, si on demande l'autorisation à la reddition de compte avant de passer la commande, souvent, ils vont nous répondre, avez-vous demandé aux appros? Oui, j'ai demandé aux appros. Les appros m'ont dit qu'ils ne les avaient pas. Je vous retourne la question. Si je les commande, est-ce que vous me les remboursez? Oui ou non? Oui, parfait, go, vous y allez. Non? Eh bien, vous y allez pareil. Puis, c'est dans la DGCR MAI 003, là, la dernière directive sur l'utilisation des APR. Elle a été mise à jour le 17 janvier. Bien, encore là, dedans, ce que ça dit, c'est que le 6 doit vous fournir ce que lui a en inventaire. Fait que c'est pour ça qu'ils vont dire, ben oui, mais essayez ceux-là, ceux-là. Quand vous avez fait vos fit tests, que ce soit avec la cagoule ou avec la machine, quand vous êtes rendu dans des masques qui sont en dehors du bassin du 6, généralement, c'est parce que vous l'avez essayé. Moi, je dis à mes clients, bien, assurez-vous d'être capable de prouver. Regarde, j'ai essayé telle grandeur, telle grandeur, telle grandeur, tel modèle. Je les ai tout fait, là. Tous ceux qui sont sur votre bon de commande, je les ai tous essayés. Il n'y en a pas un qui fit.
c'est comme ça que j'arrive. En fait, comme employeur, je vais être capable de montrer ce qu'on appelle la diligence raisonnable. J'ai fait tout ce que je pouvais comme employeur pour protéger mes employés. Tout à fait. C'est là que je veux aller. Oui, l'important ici, c'est d'avoir assez aussi, si vous sortez des stocks du réseau de vos CCIUS, il faut s'assurer qu'auprès de vos fournisseurs, vous en ayez assez. C'est toujours ça la question. Est-ce que je peux sortir des inventaires qu'on a dans le réseau de la santé du Québec? La réponse est oui. Mais si vous en sortez, il faut être capable d'en avoir assez pour soutenir vos besoins pour quand même plusieurs mois. Sinon, c'est à refaire des fit tests à répétition. On va répondre rapidement aux questions qui sont là parce qu'il nous reste comme 3 minutes. Je vais vous dire, quelqu'un qui nous dit les masques 8210 blessent les travailleurs et quand la peau elle devient irritée, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne connais pas le 8210. Sylvain, tu dois le connaître, toi. Oui, bien ça, la question, on l'a aussi pour d'autres modèles de masques. Donc, c'est un APR industriel de 3M. J'ai présenté dans ceux qui étaient présents, qui étaient dans la page des APR de 3M. Peu importe le masque, les masques plus rigides, que ce soit l'étude 70+, 8210, les Isnovel, il peut avoir effectivement soit des lésions, présence de boutons, de rougeurs. On a écrit un article à la Stase, donc ça, je pourrais vous transférer. On a écrit un article où on présente, quelles sont évidemment les lésions qu'on peut voir apparaître, qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir, et aussi les problèmes d'allergie. Donc, certains nous ont rapporté avoir des problèmes d'allergie, ou en tout cas, vous pourriez en avoir. On a indiqué aussi les principaux allergènes qui sont présents et quoi faire en situation où vous avez soit des lésions au visage ou réaction allergique à certaines composantes du masque. Fait que ça, je pourrais évidemment l'envoyer à toi, Marc, et puis tu pourras en faire part à tes membres. On l'enverra dans notre prochain bulletin, puis on le mettra aussi en lien avec le webinaire sur le site web pour vous, pour nous. Parfait. Quelle marque et au numéro de masse sont sans fit test dans les N95? Je pense que ça n'existe pas, mais confirmez-moi ça. Aucun. La question qui tue. Aucun. Ouais. On appelle toujours des fois le masque à tuberculose, Sylvain, tu le sais, là, lui qui n'a pas de fit. Il n'y en a pas un, ça n'existe pas. C'est quoi la différence entre le KN95 et le N95? Quelqu'un nous demande ça. J'ai écrit un article aussi là-dessus. Donc, ça, c'est bien. La différence, c'est que les KN95, c'est une certification chinoise. Sur papier, je vous dirais qu'entre la certification N95 américaine et la KN95 chinoise, ça ressemble beaucoup quand même. Le problème, c'est au niveau des produits en tant que tels. Donc, ce qu'on s'est rendu compte en début de pandémie, on a reçu, parce qu'on est en manque de masques, évidemment, on a reçu beaucoup de masques KN95 et le problème était, la qualité de la production, donc beaucoup de variations en termes de la filtration. Certains filtraient bien, d'autres beaucoup moins. Et dans une même boîte, on a autant le CDC que l'IRSST testaient des masques. Dans une même boîte, je prenais un masque au-dessus de la boîte, un masque au milieu de la boîte, puis un masque dans le fond. Je testais la filtration. J'avais trois degrés d'efficacité très différents. Et le fait qu'élastique s'installe derrière les oreilles, ça ne permet pas un bon contact étanche au visage. Donc, c'est des masques qui ne se fit-testent pas. Donc, dans l'article qu'on a écrit, essentiellement, ce qu'on les recommande, ça peut être effectivement un masque communautaire, donc porté par vous et moi pour aller au magasin si vous voulez. Mais ce n'est pas un masque non plus de procédure, considérant qu'ils n'ont pas été non plus certifiés pour une résistance aux fluides. Là. Donc, c'est malheureusement des masques qu'on a vu apparaître en début de pandémie, mais qui ne répondent pas aux critères de satisfaction des N95. OK. Puis, on fait quoi si les employés refusent de le porter, le N95? On implique les ressources humaines. Oui, c'est ça. C'est des mesures. C'est obligatoire. Il n'y a pas de ressources humaines. On fait quoi? Effectivement, c'est une gestion des ressources humaines ici. Vous avez l'obligation. Ouais. Là, Mélanie le disait, au niveau de la santé sur le travail, il y a des lois en présence. Les travailleurs doivent les porter. Effectivement, là, on tombe où le port de barbe, j'ai une barbe, je ne veux pas la raser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Encore une fois, c'est une gestion des ressources humaines. Le règlement est clair. La norme CSA est claire. Pour porter N95, il faut le porter frais rasé.
Et en santé et sécurité, la CNESST est claire également, s'il y a un danger pour le travailleur, il doit porter un APR 95, tel que prescrit par l'employeur. Puis dans le cas de la COVID, ça amène aussi toute la notion de l'autre. Je l'oblige à porter son N95 adéquatement, donc bien rasé pour sa protection, et celle de l'autre, incluant les collègues et les résidents. Uh-huh. Ouais. Dites-moi, dernière petite question. Combien de temps je dois porter le N95 après que j'ai eu une éclosion? J'imagine que c'est quand le CIUS te dit que tu n'es plus en zone rouge ou tu n'es plus rouge, donc que tu peux maintenant tomber. Habituellement, la règle, c'est quoi? Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est dernier cas diagnostiqué plus 14 jours pour dire que c'est une levée d'éclosion. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve, des fois, on voit ça dans les journaux, là. Ça fait 6 semaines qu'ils sont en éclosion. Ben oui, parce que si on n'utilise pas adéquatement les cas, ça va popper, popper. Fait que tant que j'en ai un qui sort positif, je vais me retrouver, en fait, 2 cas et plus. Donc, je me retrouve à ce moment-là considéré en éclosion. Encore là, ça, est-ce que ça va changer? Il faut toujours être à l'affût de des nouvelles directives parce qu'on s'entend que 2 cas pour être en éclosion d'une résidence de 20 personnes versus 600 personnes. Et on peut se poser des questions. Ouais. Mais dans le secteur, en tout cas, minimalement, là, auprès des personnes qui sont considérées positives, moi, c'est 14 jours. Une Vous personne allez appliquer les mesures qui sont prescrites par l'équipe PCI du CC du CIUS. Ce qu'indique Mélanie, c'est ce que je vois aussi. Mais encore une fois, ça peut varier en fonction de l'estimation du risque faite par l'équipe PCI du CC du CIUS. Ça m'attache à votre RPA. Puis, il ne faut pas oublier, on a été bombardés d'informations depuis 2 ans, là, mais il faudrait que les propriétaires de RPA se rappellent qu'ils ont le droit d'être un peu plus que. Ce n'est pas le CIS qui dirige chez vous. Le CIS, la certification donne la balise. Donc, c'est le seuil minimum. Si le CIS me dit 14 jours, je respecte le 14 jours. Si moi, je veux faire 20 jours, j'ai le droit. C'est chez nous, c'est ma résidence. Bien, merci. Parce que le dernier point, c'est est-ce que vous allez montrer comment les faire, les fit tests, ou c'est une autre formation? Je pense que tu l'as montré tout à l'heure sur une des slides, Sylvain. Vous avez une formation, la SAS, Mélanie, tu fais des fit tests aussi en résidence. Ici, on n'allait pas montrer comment faire un fit test. C'était vraiment pour montrer c'est quoi les N95 qui sont disponibles, comment les utiliser, comment les fitter et qu'est-ce que vous devez faire vous-même pour les porter, mais aussi comment ça s'applique, si vous voulez, en résidence. Veux-tu retourner une page en arrière, Sylvain? Je pense que tu avais ou deux. Tu avais 2 pages, l'autre avant. Oui, ici. Ouais. Fait que quand vous allez avoir la présentation, vous pouvez prendre le lien. Là, on peut le mettre tout de suite. Je ne sais pas si tu peux le copier puis le mettre dans le chat, Sylvain. Puis les gens pourront y aller. Puis pour prendre le cours là, pour vraiment la formation pour le fit test. Puis à ce sujet-là, sur le site de la STAS, vous allez dans l'onglet Foire aux questions. Toutes les questions que vous pouvez imaginer qui ont rapport au fit test, Sylvain et son équipe, ils les ont déjà eues, là. Ils les ont adressées. Donc, vous allez trouver les réponses pour vous aligner sur quel type de produit vous avez besoin, quel type de fit test et tout ça. Vous avez toutes les réponses, là. Voilà. Ça a déjà été. Effectivement. On a fait ça. Donc, c'est vraiment un site peut-être un peu plus spécialisé vers les N95, vers les tests d'ajustement, les fit tests. Mais ça déborde aussi un peu de ce contexte-là. Donc, moi, je vous invite à aller consulter le lien, notre page FAQ qu'on a produit. Puis, c'est un ensemble de questions qu'on reçoit depuis 2 ans de la part des CIS, CIUS, RPA, RI, CHSLD. Donc, on reçoit beaucoup de questions très similaires, mais on en fait évidemment là, une section de plus dans notre section FAQ. Bien, écoutez, on a dépassé le temps de 5 minutes. Je vous l'ai dit que ça allait passer vite. Hein? On doit malheureusement terminer pour respecter le temps pour tout le monde, la période de questions puis la discussion. Fait que merci, Sylvain. Merci, Mélanie, d'avoir travaillé si fort pour tout préparer avec nous. Écoutez,
très belle présentation, Sylvain, qui va être disponible, tout comme le webinaire sur le site web de la SARS, sur le nôtre aussi. Vous allez recevoir un envoi, puis on rajoutera évidemment le document pour les invitations, là, Sylvain, en même temps. Oui, je vous transfère ça, Marc. Parfait. Puis, merci à vous tous d'avoir participé. J'espère que ça a été informatif et que vous avez aimé ça. Puis, merci à la SARS encore une fois, Mélanie, d'avoir participé. Puis, au RQRA, on est très fiers de pouvoir faire des webinaires pour aider les résidences en partnership avec nos partenaires. Là. Fait que, merci à vous, puis bonne journée. J'en remercie également tous les participants d'être présents avec nous. Donc, c'est très agréable. Je pense autant pour moi que pour Mélanie. Merci à Marc également là, pour l'organisation et pour quelqu'un qui est là depuis quand même très récemment en poste. Merci beaucoup. C'est beaucoup de travail pour toi. Mélanie, merci aussi pour ton dévouement sur le terrain. Je pense que les travailleurs de la santé ont besoin de personnes comme toi pour les supporter et aussi les réconforter. Je pense qu'on vit des moments pas toujours faciles, donc c'est très apprécié. Merci, messieurs, de l'invitation. Le terrain, de ce que je vois passer, là, je vois mes courriels popper du terrain. Les gens apprécient énormément le format questions-réponses parce qu'ils sont un peu tannés de lire les longues directives. Donc, oui. Si vous avez des questions et que vous pensez qu'on n'a pas répondu ou ce n'était pas précis, écrivez-les, puis on va se les partager à 3. On va trouver. Restez à l'affût parce que sur le site web de la STARS ou le nôtre, on a toutes sortes d'autres webinaires. Nous, on en a sur le nouveau guide du feu. On en a un sur le nouveau programme de rénovation pour les résidences. La STARS a toutes sortes de programmes aussi de formation ou de webinaires d'éducation ou de formation, éducation/information. Fait que restez connectés, puis on est là pour vous. Merci. Bonne journée. Bye. Bye. Bonne journée.